thématique du service, donc nous, ça nous fait plaisir d'en parler. Et puis, c'est une thématique dont on entend parler quand même beaucoup en réanimation en général. Donc, on trouvait que c'était une bonne idée, vous nous direz. Ok, donc c'est parti, ECMO pédiatrique et néonatal. Le plan proposé le voici, le voilà. Et donc c'est parti. Alors juste ça, c'est juste pour celles au cas où qui ne connaissent pas l'ECMO, extracorporelle membrane oxygenation. Donc c'est une oxygénation par une membrane extracorporelle. Donc on va mettre une grosse canule, grosso modo souvent dans l'oreillette droite, on va dire, voilà. Il y a une pompe qui va faire avancer le sang. Ça va avancer jusqu'à un oxygénateur. Cet oxygénateur va ramener de l'oxygène et grâce à un mélange d'air et d'oxygène là, va épurer du CO2. Grosso modo, ça remplace donc le poumon, potentiellement. Voilà. Et puis c'est à réinjecter après, soit dans une artère, soit dans une veine, en fonction de la configuration qu'on veut. Pour gérer l'oxygénation, on le gère surtout sur la FiO2 du débit de sang, et l'épuration du gaz carbonique se fait grâce au débit de gaz sur la membrane. Voilà. Donc au départ, ça fait très simple. Grosso modo, pour aller simple, les deux techniques d'ECMO, vous avez le véno-veineux, grosso modo, c'est respiratoire. C'est ça qu'il faut retenir. Véno-veineux, c'est respiratoire. Voilà. Donc avec, on peut faire une assistance complète avec double canule. Je passe ça qui est quelque chose de spécifique à la pédiatrie tout petit et puis qui est en, voilà, et surtout l'épuration, l'écho de air, voilà, d'une assistance partielle à deux canules. Et puis comment le véno artériel, voilà, c'est quand il y a besoin d'une suppléance circulatoire, hémodynamique et ou cardiaque. Comme vous avez pu le savoir, je suis un peu intéressé par l'histoire. Pierre-Louis et Gwen dirait que c'est à cause de mon grand âge. Voilà, juste un truc quand même pour l'histoire, pour voir. Je vous passe les premières CIA fermées sous CEC. Première ECMO sur une jeune femme de 24 ans, mais ce qui va nous intéresser, 1976, elle portait bien son nom. C'était une nouveau-née, une petite fille nouveau-née, une inhalation méconiale. Voilà, première mise en ECMO par Monsieur Bartlett, pardon. Voilà, et elle s'appelait Esperanza, d'accord, ok, voilà. À l'heure actuelle, Esperanza, elle est mère de deux enfants. Voilà, elle va plus que bien, et voilà, et puis elle voit toujours Robert régulièrement. Deuxième partie voilà, des études, c'est-à-dire vers les années 80, en fin de compte, on s'aperçoit que chez les adultes, dans les réanimations adultes, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas d'amélioration de la survie liée à l'ECMO. Et de manière concomitante, on commence à avoir les premiers résultats positifs avec les enfants, et il faut attendre 89 pour avoir le premier vrai. Alors ça, c'est un truc un peu à la Raoult, mais ça, c'est un truc un peu mieux, un essai randomisé, voilà, ECMO versus traitement conventionnel. Et on se retrouve quand même avec quelque chose de largement significatif. 97% de survie versus 60% sur vraiment deux groupes comparables en sévérité sur des HTAP. Et puis là après, là c'est ce qui va être expliqué un peu après, c'est là le développement de l'ECMO adulte lié à deux choses. La première c'était cette étude, l'étude César en Angleterre. Voilà, qui a montré, qui est la première à avoir remontré un avantage de la prise en charge du SDRA en ECMO chez l'adulte. Et puis en même temps, il y a eu la fameuse grippette de H1N1 aussi, qui a été très 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 pourvoyeuse d'ECMO et qui ont montré un taux de survie de 65%. Et tout ça concomitant avec, dans les années 2000, des débuts d'amélioration des secondes générations de pompes et d'oxygénateurs qui ont aussi amélioré largement les choses. Et donc, pour étayer un peu tout ça, on voit que ça, c'était en 2008. En 2008, vous voyez, le registre national de l'ELSO, hein, c'est un registre international qui est à Ann Arbor aux États-Unis, et dont, par exemple, le service fait partie, mais il y a beaucoup d'autres services qui en font partie, la Pitié-Salpêtrière en fait partie, etc. Et donc, voilà, où sont notés tous ceux, bien évidemment, qui déclarent leur cas, voilà, tous les cas et tous les... la survie, les causes, etc. Donc c'est un registre avec des données absolument énormes. Voilà. Donc en 2008, vous voyez, là, il y avait 21 000
il y avait 21 000 nouveau-nés qui étaient mis en ECMO, 3 000 et quelques en pédiatrie, puis vous voyez, il y en avait relativement peu en adultes. Ça, c'était en 2008. Et puis, là, sur les dernières données du mois du mois de juillet, vous voyez que là, vous voyez un peu comment l'ECMO adulte a explosé. On se retrouve avec des données de 37 000. Alors, c'est de 2015 à maintenant, parce que bien évidemment, on a arrêté de regarder les données de 1980, parce que bon, ça fausserait aussi un peu énormément de données. Donc maintenant, ils font à peu près tous les 5 ans. Enfin, ils font sur des périodes de 5 ans. Donc vous voyez que là, il y avait 4 000 nouveau-nés, 7 000 pédiatriques, mais 37 000 patients adultes. Alors oui, par contre, oui, ce qui serait intéressant, c'est les survies. Bon, c'est intéressant, c'est que c'est pas marqué. Donc, je voulais dire, on se retrouve aux alentours. Ah oui, si, survie ECMO. Après, pas sorti de. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, que sur le côté néonat, on se retrouve avec, dans certaines indications, des taux de survie vraiment très sympathiques et très confortables, autour de 80%, par exemple, pour les inhalations méconiales. Et, voilà. Et tout en sachant que c'est en fonction d'indications bien précises. Hein. C'est pas un truc pour se faire plaisir qu'on va mettre des canules. C'est vraiment où on sait que si on a mis les canules, si on les avait pas mises, on passait de 80% de survie à 80% de décès. Quoi. Enfin, vraiment, c'est vraiment des choses maintenant extrêmement codifiées. Mais vous voyez que plus on est petit et plus meilleur en survie. Vous voyez, en pédiatrie, les chiffres sont déjà un tout petit peu moins bons. Puis en adulte, on est un tout petit peu moins encore. Alors, les indications. Alors, il est divisé en deux sur le nouveau-né et la pédiatrie. Sur le nouveau-né, vous voyez, on retrouve là ce qu'on avait comme indication dans le PALIC. Eh bien, c'est l'index d'oxygénation. C'est un des critères principaux pour les indications de mise en ECMO. C'est un index d'oxygénation supérieur à 40 pendant 3 à 8 heures. Voilà, bien évidemment, quand on a fait tous les traitements maximaux qu'on pouvait faire, le surfactant, la haute fréquence, le monoxyde d'azote, s'il y a une HTAP, etc. Voilà. Alors bien évidemment, on peut avoir aussi des PaCO2, enfin des hypercapnies, des hypoxies qui restent présentes pendant un certain temps, etc. Et avec une connotation de pathologie réversible, mais ça reste encore à prouver. En pédiatrie, on se retrouve avec les mêmes choses que les adultes. Voilà. Vous avez le PCRF inférieur à 80 pendant 6 heures ou à 50 pendant 3 heures, ou une hémodynamique incontrôlée, ou une hypercapnie qu'on n'arrive pas à compenser et qui devient acide. Alors les causes, les modes de survie. Alors les causes qu'on rencontre le plus souvent en néonat, donc ça c'est le côté néonat. Donc CDH et les hernies diaphragmatiques, vous voyez, très pourvoyeurs d'ECMO. Les inhalations méconiales aussi. Et puis, ça représente l'HTAP. Donc vous voyez, ils utilisent encore, ou il y en a certains qui utilisent encore la terminologie de persistance de circulation fétale. Alors bien évidemment, je retiens Pierre-Louis tout de suite parce qu'il convulse en tant qu'universitaire, parce que c'est pas un nom qu'on doit donner comme ça, mais moi des fois avec les infirmières, pour qu'elles comprennent bien, une fois que j'ai expliqué pendant 10 minutes le schéma de la circulation fétale, pour bien comprendre toutes les conséquences que ça peut avoir, je dis que voilà, fut un temps, on appelait ça persistance de la circulation fétale. Voilà, donc très pourvoyeur d'HTAP, et donc quand l'HTAP n'est pas contrôlable, et bien voilà. Donc vous voyez, il y a aussi bien évidemment les sepsis, voilà, comme grand pourvoyeur d'ECMO. Et voilà, et on voit les résultats. Alors les résultats de la hernie diaphragmatique, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, mais voilà. Mais parce qu'il y a souvent d'autres pathologies à côté. Voilà. Par contre, les inhalations méconiales, voilà, c'est un très 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 bon pronostic quand on les met en ECMO. Autre chose intéressante aussi et spécifique, c'est que même si c'est respiratoire, vous voyez, sur la première diapo, je vous disais que si c'est respiratoire, c'est du véno-veineux, et si c'est hémodynamique, c'est du véno-artériel, et bien en néonatologie, il y a une petite spécificité, c'est que simplement à cause de la taille des tuyaux, de la taille des vaisseaux, eh bien on peut se retrouver à avoir de grandes difficultés à faire du véno-veineux sur la néonate. C'est-à-dire que la fémorale est extrêmement petite, donc mettre une canule en fémorale, c'est quelque chose qu'on fait que depuis 2-3 ans. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup d'équipes qui mettent systématiquement en véno-artériel les nouveau-nés,
parce que c'est simplement le côté technique qui est très compliqué. Après, dans ceux qui utilisent du véno-veineux, il y en a beaucoup aussi qui utilisent des monocanules, des canules avec deux lumières, hein. C'est une grosse canule qui a deux lumières, donc un site de drainage, un site de réinjection, et c'est ce qu'on appelle les canules à vallon, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, qui peuvent permettre ce genre de choses. Mais sinon, voilà, ça c'est une des grandes spécificités de la néonatologie, et avec comme problématique, c'est que le véno artériel, bien évidemment, a plus de complications, notamment neurologiques, que le véno-veineux. Pour ce qui est de la pédiatrie, pédiatrie, les plus grands pourvoyeurs, c'est les infections pulmonaires, qu'elles soient bactériennes ou virales. Voilà, et puis voilà, et les SDRA en tout genre, plus les sepsis qui ne sont pas notés là, parce qu'ils sont notés avec le véno artériel. Voilà, avec aux alentours dans les 70% de survie. Donc là, bien évidemment, comme c'est respiratoire, on se retrouve quand même avec beaucoup plus de véno-veineux que de véno artériel. Et là encore, le véno artériel a une survie a plus de complications que le véno-veineux. Alors, les indications. Vous avez vu, j'étais dans les indications. Donc, quand on a l'index d'oxygénation supérieur à 40, quand on est un nouveau-né, quand on a un P sur F, etc., tout ce que vous connaissez sur les uns. Et puis là, de quoi on s'aperçoit là? On s'aperçoit qu'il y a un truc qui s'appelle les nouvelles indications. Les adultes en ont aussi, mais nous, en pédiatrie, on en a énormément. C'est-à-dire que comme vous avez pu voir que nous, dans le service, on fait de l'ECMO depuis les années 88. Depuis 1988, on fait de l'ECMO dans le service. Donc, on commence à être un peu connu partout. On fait de l'UMAC, c'est-à-dire qu'on va se déplacer en province pour aller canuler les enfants et les ramener, etc., sur Paris. Et donc, maintenant, à force d'avoir l'habitude et puis d'en renvoyer quand même en bon état un certain nombre, et des fois, on reçoit un coup de fil, c'est « Ouais, non, mais là, il faut venir. » Ouais, non, mais attends, on va d'abord se poser, regarder l'indication. « Non, 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 mais là, vous venez, vous cannulez. Non, mais attends, on va quand même poser un peu l'indication. » Et donc, on se retrouve avec des indications vraiment hors normes. C'est-à-dire que on peut se retrouver avec une pathologie éventuellement difficilement réversible, mais où les pédiatres qui nous appellent, les réanimateurs pédiatres qui nous appellent « Ouais, mais celui-là, on le connaît. Il fait des épisodes comme ça. Celui-là, peut-être, est plus grave que d'habitude, mais... » Et vous allez le mettre, 3-4 jours en ECMO, vous allez mettre son poumon au repos et tout, etc. Et il va repartir après, certes, il a une durée de vie devant lui de peut-être que de 5-6 ans ou 10 ans de plus, et tout, etc. Et on se retrouve comme ça avec, entre guillemets, des nouvelles indications comme ça qui n'étaient pas prévues au départ dans les cases des indications habituelles. Autre exemple, par exemple, fut un temps, tous les immunodéprimés étaient récusés sur la mise en ECMO. D'accord ? Et puis... avec l'amélioration des techniques, l'amélioration de la compatibilité du matériel, des membranes, des circuits, etc., on s'est aperçu que, alors effectivement, on a toujours quand même des résultats qui ne sont pas extraordinaires, qui sont aux alentours de 30% de survie, voilà, mais c'est 30% versus 0. Et donc, on se retrouve avec des indications qui n'en étaient pas avant, et donc on se retrouve avec des demandes qui augmentent. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous montre cette courbe, vraiment qui est très parlante, des nouvelles indications qui regroupent tout un tas de choses nouvelles qu'on ne peut pas classer. On va parler des indications, on va parler un peu des complications. Alors juste pour vous parler en deux fois, là, des complications plus spécifiques sur les enfants. Donc vous voyez, les caillots, donc, voilà, 22% pour la néonate, 17% pour la pédiatrie, 11% pour l'adulte. Les problèmes de canules, 11% pour la néonate, quasiment 11% pour la pédiatrie, mais que 5% pour l'adulte. Et puis les problèmes neurologiques à type de convulsion potentielle, 2,5 pour la néonate, 1 pour la pédiatrie et quasiment pas chez l'adulte. Voilà. Donc voilà les petites spécificités au niveau des complications. Et puis là, on va voir que, voilà, surtout là, on peut voir aussi les autres complications spécifiques, c'est-à-dire qu'on voit bien que chez l'adulte, heureusement, nous, on les voit apparaître, ces complications de saignement, d'hémorragie, que chez nos plus grands enfants. Voilà, à partir de 10 ans, effectivement, à partir de 10 ans, c'est presque comme un adulte, au niveau de la prise en charge et au niveau des complications potentielles. Donc voilà, effectivement, ceux-là font plus d'hémorragie. On est plus obligé de mécher au niveau de la gorge, etc., tout un tas de trucs comme ça. Mais vous voyez que là, bien évidemment, l'hémolyse
Et puis les convulsions restent les complications les plus fréquemment rencontrées. Ça, c'est juste pour vous parler de cette fameuse canule à vallon, d'accord, qui au départ peut paraître extrêmement intéressant, puisque on veut faire du véno-veineux chez nos tout petits, puisqu'ils ont une fémorale qui est tellement petite qu'on a du mal à pouvoir mettre une deuxième veine, puisque la première veine qu'on va utiliser, c'est la veine jugulaire. Mais alors après, pour remettre une autre canule, mettre une canule en fémorale, c'est extrêmement compliqué parce qu'elles sont très petites. Donc est apparu ce concept vraiment assez intéressant, qui est une canule avec de lumière, voilà. Mais sauf que cette canule, pour bien fonctionner, il faut qu'elle soit parfaitement positionnée. C'est-à-dire qu'elle a une voie. La voie de drainage a deux sorties. Une qui est en bas, une qui est en haut. Celle qui est en bas doit être positionnée dans la veine cave inférieure. Ce qui n'est pas tout à fait l'anatomie quand on pousse une canule. Si on la pousse à partir de la jugulaire, etc., on va passer dans le ventricule droit. Et si on va tout droit, ça bute sur le plancher de l'oreillette droite. Pardon. Ça bute sur le plancher de l'oreillette droite avant de passer dans la veine cave. Donc c'est un truc un peu technique, quoi. Ça va nécessiter un guide et puis échographie. Ça se fait très bien, voilà. Mais donc, ce qui peut se passer... Voilà. Ce qui peut se passer, c'est que si la canule remonte un peu, eh ben, elle va automatiquement retaper au niveau du plancher de l'oreillette droite. Et ça, ça nécessite qu'on emmène l'enfant assez rapidement à Necker en chirurgie cardiaque pour régler le problème de la perforation de l'oreillette droite. Voilà, donc c'est potentiellement, c'est une canule qui sur le papier a beaucoup d'intérêt, mais qui en pratique est extrêmement compliquée à gérer. Outre la position, où il ne faut vraiment pas que ça bouge, où c'est compliqué, mais aussi par le fait que, eh bien, on se retrouve, donc cette canule qu'on va mettre dans la jugulaire, eh bien, certes, ça va être une canule de 13 French, donc une canule assez grosse pour nos petits vaisseaux d'enfants, hein, à qui on met de French dans une veine. Là, on va mettre une 13 French quand même, donc c'est quand même déjà bien confortable. Eh bien, la problématique, c'est qu'on se retrouve avec deux voies. Donc, bien évidemment, le débit se retrouve un peu divisé en deux. C'est-à-dire que si on se retrouve avec un patient qui reste très hypoxique en véno-veineux, eh ben, on va avoir du mal à augmenter le débit, voilà, du fait de la taille de chaque canule interne. Donc, il y a pas mal de restrictions et pas mal de complications potentielles. Donc, sur les complications, voilà, c'est quand même fréquent sous ECMO, il ne faut pas l'oublier. La mortalité et complications neurologiques plus fréquentes en VA qu'en VV. Voilà. Et la surveillance du neuromonitoring, vous allez voir, c'est pour expliquer pourquoi j'en ai fait 3-4 diapos après, voilà, est vraiment très importante voilà, pour déceler le plus rapidement possible de toute problématique. Voilà. La surveillance du poids et de la surcharge hydrosodée est absolument essentielle. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on pèse régulièrement nos patients en ECMO. Et puis, voilà, surveillance de la fonction rénale qui est très souvent perturbée et avec le fait de ne pas hésiter à coupler l'épuration extra-rénale avec l'ECMO. Et puis, bien évidemment, surveillance des hémorragies. Surveillance des hémorragies, c'est notamment par le monitorage régulier, si jamais vous en avez, de ce qu'on appelle tous les monitorages qui font la saturation veineuse et qui peuvent faire aussi hémoglobine hématocrite. Alors, grosso modo, voilà, pour une indication d'ECMO, comment on fait? Une des premières choses qu'on fait, on a posé l'indication. On va dire qu'on a posé l'indication. L'enfant rentre dans les indications. Toutes les précautions préliminaires ont été prises. L'enfant a été mis en DV, il a été sédaté profondément, curarisé. On a optimisé la ventilation. On a fait quand même de la ventilation protectrice. On a fait tout ce qui se passe. Tac, on est dans les indications. Les premières choses à faire, ça va être de regarder, en fonction de son poids, de calculer grosso modo son débit cardiaque. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'imaginer le débit et donc de pouvoir choisir les canules dont on va avoir besoin. Après, on va se poser la question, quelle configuration? D'accord? Donc, si on a choisi en véno-veineux, eh ben, on va essayer de faire du jugulo-fémoral jusqu'à 30 kg. Voilà. La jugulaire est toujours la voie la plus grosse chez le patient aux alentours de 30 kg. Voilà. Donc, imaginez notre petit de 3 kg. Eh bien, donc maintenant, on commence à les mettre. On a des chirurgiens voilà, qui sont pas trop morchaux et qui arrivent à nous mettre des canules fémorales chez les 3-4 kg.
Voilà, mais bon, c'est touché. Sur le véno-veineux, bah, plus l'enfant est grand et plus on va pouvoir se retrouver dans les mêmes configurations que vous connaissez en ECMO adulte, en fémoro-jugulaire ou en fémoro-fémoral. Pour ce qui est du véno artériel, jusqu'à 30 kg, alors le range il est entre 30 et 40, hein, on discute régulièrement de ce cas-là, mais j'ai laissé 30 kg pour c'est plus facilement retenu, on retient plus facilement. Jugulo-carotide jusqu'à 30 kg. Voilà, on draine dans la jugulaire, on réinjecte dans la carotide. Et puis ben, après, quand ils sont plus grands, ben, c'est jugulo-fémoral ou fémoro-fémoral. Et bien évidemment, toujours avec un pont de reperfusion si on fait une cannulation artérielle fémorale. Donc les configurations ECMO, voilà, celles-là vous les connaissez, c'est celles d'adultes habituels. Et là, c'est juste pour vous montrer la configuration néonatale, enfin chez les petites 3 kg. Pourquoi? Parce que voilà, pourquoi? Parce que là, vous allez voir un champ chirurgical. Donc, vous voyez la veine là, l'artère là. Et donc, là, pour la canule de néonat, hein, qui va être une canule de 12 French, eh bien, on va l'enfoncer à peu près aux alentours de 7 cm. D'accord? Ok, voilà. Donc, 7 cm enfoncé de canule. Mais par contre, quand on regarde de combien on enfonce la canule artérielle, on l'enfonce de 2,5 à 3 cm. Donc là, on va dire, imaginez les précautions qu'il faut prendre pour éviter une déperfusion, c'est pas trop grave, une décannulation, ça peut être gênant. Alors, vous voyez un peu notre choix. Pourquoi je vous parlais du débit cardiaque tout à l'heure? Parce que le débit cardiaque va dire que j'ai 100-150 ml de débit cardiaque parce que je suis un nouveau-né. Voilà, donc ça va me calculer son débit théorique. Dommage. Ça va nous calculer le débit théorique et donc ça va nous permettre de choisir les canules qu'on connaît et qui sont en fonction du débit qu'elle propose. Donc vous voyez comme on fait du tout petit ou tout grand. Vous voyez là en haut c'est le panel des canules veineuses dont on dispose et puis en bas le panel des canules artérielles. Voilà. Les consoles et divers consoles, alors il en existe d'autres, hein. On a 3 types, enfin en vérité 4 types de consoles différentes. Voilà, pour ceux qui connaissent, vous avez la Fresenius qui est là, la CardioHelp qui est là, et puis la Rotaflow qui est là. Voilà, et à chaque fois, pour ça, vous voyez, il y a des circuits adultes et pédiatriques pour chaque, sauf pour la CardioHelp. Pourquoi je vous ai mis ça, c'est pas pour que vous reteniez et tout, etc. C'est juste pour vous dire que voilà, sur les configurations néonatales et pédiatriques, on se retrouve avec du tubing 1/4, donc c'est un tubing qui est moins gros que le tubing que vous utilisez vous en ECMO adulte, qui est du tubing 3/8. Et juste un truc comme ça pour la CardioHelp, vous voyez que à partir de 15 kg, voilà, on peut utiliser la CardioHelp. Voilà, le seul truc c'est qu'on utilise la membrane 5.0, mais qu'après on fait un peu de bidouillage et qu'on sort non pas avec des gros tuyaux en 3/8, mais on y colle des tuyaux en 1/4. Alors, les contraintes techniques, voilà, les percutanés, en théorie, ne pourraient se faire qu'à partir du 15 French, mais voilà, nos chirurgiens commencent à mettre sur du percutané avec du 8 French, du 10 French, 8 French, 10 French en veineux. Il doit y avoir une jugulaire, ça fait partie des choses maintenant dans notre liste du MAC où on s'est fait avoir à se déplacer à Clermont-Ferrand et puis arriver à bah mince, il n'y a pas de jugulaire, bon bah on est parti pour rien. Voilà, il doit y avoir une jugulaire, donc ça fait partie des choses qu'on demande à vérifier aux réanimateurs sur place, de vérifier par écho que la jugulaire automatiquement est perméable, parce qu'on doit absolument avoir une jugulaire, parce que quoi qu'il arrive, si c'est un petit, on va au moins drainer par la jugulaire. Si c'est une voie chirurgicale, jugulaire et carotide, on peut être amené à lier la jugulaire et la carotide, d'accord? Heureusement, on a un truc qui s'appelle le polygone de Willis, qui fait que même si on lit d'un côté, il y a l'autre côté qui fonctionne et donc le cerveau est toujours irrigué. Mais c'est quand même des choses quand même à noter, ça fait quand même des choses quand même très invasives et on peut être amené à faire pareil avec la jugulaire. La taille des vaisseaux, c'est notre plus grande problématique avec des petites fémorales. La décannulation, bien évidemment, elle est délicate, surtout s'il y a une durée d'ECMO supérieure à 10 jours. Et on est en train de refaire une étude un peu sur comment le résultat de nos reconstructions. Parce que maintenant, pour éviter de lier
systématiquement les carotides, les chirurgiens reconstruisent la carotide, c'est-à-dire refont l'abouchement de la carotide pour essayer de... Voilà. Et donc, en fin de compte, on a l'impression qu'on a 50% de réussite ou d'échec, suivant comment on veut parler, sur notre reconstruction de carotide. Voilà. Ou après, bien évidemment, on donne des anticoagulants à type d'aspirine. Voilà. Et puis, bien évidemment, tous les risques liés aux AVC, etc. Donc, pour répondre à ta question de l'autre fois, voilà, c'était, bien évidemment, si on regarde notre patient de 3 kg, son volume sanguin 100 ml kg fait 300 ml, le circuit fait 300 ml, on imagine bien que si on fait ça au sérum Phi, il ne va pas aimer. Donc, on fait le priming au sang, voilà, donc c'est du sang reconstitué avec 2 tiers de PFC, voilà, 2 tiers de sang, pardon, et 1 tiers de PFC. Pour les nourrissons, c'est reconstitué sur albumine. Et à partir de 20 kg, eh bien, on rajoute juste une unité par millilitre d'héparine, mais on fait ça au Phi. Grosso modo, la surveillance, voilà pourquoi je vous parlais les plus grandes problématiques qui étaient les problématiques neurologiques. Donc, on va vraiment essayer de surveiller au mieux la neurologie, donc grâce à la NIRS. La NIRS, c'est un monitorage qui permet de monitorer la perfusion et l'oxygénation tissulaire. Ça permet d'évaluer la qualité de l'autorégulation cérébrale. Et puis, c'est très, très, très prédictif de lésions cérébrales ischémiques et de mortalité au cours de l'ECMO. Le Doppler transcrânien est bien évidemment aussi quelque chose qui est très utilisé en pédiatrie. Voilà. Et donc, ça va nous permettre de voir s'il y a un vasospasme, s'il y a des signes d'anoxie, s'il y a des signes d'hypoperfusion, de bas débit, etc. Ça fait partie d'une surveillance très rapprochée et très régulière, notamment au niveau neurologique. Sans oublier le tout simple électroencéphalogramme. Et puis, bien évidemment aussi, le BIS, avec une petite étude pédiatrique qui a montré la corrélation entre le score de Ramsay et la profondeur de la sédation monitorée par le BIS. Donc en général, on essaye de maintenir un BIS aux alentours de 65-70 grand maximum. C'est un moniteur qui nous permet de monitorer la profondeur de la sédation. Ça n'a rien à voir avec la douleur, mais c'est un profond moniteur de profondeur de sédation. D'endormissement, voilà. Alors la sédation, comme j'imagine sûrement aussi beaucoup d'entre vous en ECMO être très très embêtés avec la sédation, ou en fin de compte, comme c'est une circulation extracorporelle, il y a beaucoup de produits, et notamment tous les dérivés type fentanyl, sulfata, qui sont extrêmement métabolisés avec le circuit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces produits-là qui restent dans le circuit, etc. Donc on se retrouve à augmenter, à mettre des doses absolument incroyables. On se retrouve à utiliser 4, 5, 6, 7 médicaments pour essayer d'endormir le patient, etc. On n'y arrive pas. Et puis, on a fini par découvrir un petit truc qui est quand même pas mal, qui s'appelle l'anaconda. C'est tout simplement, on utilise des gaz halogénés, sous forme liquide. C'est de l'isoflurane qu'on prélève en seringue, qui est injecté là. Donc nous, on ne le met pas du tout comme le mettent les adultes, qui le mettent au niveau du cob du respirateur. Donc nous, on le met juste en sortie de respirateur sur le bloc inspiratoire, sur le bloc inspiratoire, voilà. Et là, on se retrouve avec un monitorage, là on voit sur la partie basse, et d'un pourcentage, et ce qui nous permet très 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 rapidement d'obtenir des sédations de très 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 bonne qualité et de pouvoir baisser l'ensemble des autres drogues, ce qui peut nous permettre de baisser aussi bien les hypnotiques que les morphiniques. Et vraiment là, c'est un confort quand même pas mal. C'est pas le sujet, mais il y a quand même 2-3 petites complications potentielles avec ces produits-là. Donc pour finir, 2-3 petites photos, c'est ça, ouais. 2-3 petites photos là d'un nouveau-né avec une rotaflow, c'est du véno-artériel, une jugulaire, une carotide, voilà. Après un plus grand, celui-là je l'ai gardé parce que j'aime bien, puis surtout c'est des histoires qui se terminent bien, donc ça c'est une avalon, ok, donc c'est du véno-veineux, c'est un drap sur brûlure.
Donc véno-veineux, voilà, en DV, voilà, et donc avec une 17 French dans la jugulaire. Et puis un plus grand, alors bah, lui il est en jugulo-fémoral, voilà, mais je pense que c'est du véno-veineux, je vois pas trop de reperfusion. Voilà. Voilà. Donc vous voyez aussi avec une recherche au cas où, là c'était avant, c'est pour essayer de limiter la longueur des tuyaux, donc on collait la membrane jusque là pour pouvoir essayer de couper les tuyaux au maximum, voilà, pour limiter l'espace sanguin en dehors du patient. Mais après, Pierre-Louis a fait des études sur le scanner et tout, etc. Donc après, de trimballer les enfants quand on a raccourci les tuyaux, et ben on regrette. Voilà. Ah ouais, le principal élément qui fait qu'on n'a pas raccourci les tuyaux, c'est les UMAC. Ouais. À partir du moment où on a commencé à ouvrir un programme d'UMAC, on est un peu embêté en UMAC à vouloir couper les tuyaux quand il faut mobiliser l'enfant. Donc effectivement, mais l'intérêt d'avoir un circuit raccourci, c'est effectivement un volume extracorporel qu'on peut réduire. Voilà. Et puis, alors je finis parce que je l'aime bien celle-là. Bah, c'est quelque part, c'est notre rêve. Ouais. Pourquoi c'est notre rêve? Parce que on fait à peu près aux alentours de 50 ECMO par an. Enfin, ça c'était l'année dernière. Et entre-temps, il y a eu la petite grippette qui nous a mis un peu le truc dedans. Mais voilà, on faisait à peu près 50 ECMO par an. Donc 50 ECMO par an plus une activité du MAC. Il y avait un besoin de formation absolument exceptionnel. Donc on avait créé 3 niveaux de formation, N1, N2, N3. N1 c'était les premières qui n'avaient quasiment jamais vu de voilà, donc N2 celles qu'on avait vu un peu où on commençait les gags, etc. Et c'était sur 2 jours. Et toujours la même chose, une demi-journée de cours théorique et toujours une après-midi de pratique et de manipulation. Et donc donc on a une salle de simulation à trousseau, mais pas aussi bien que celle-là et on pouvait pas toujours tout emmener notre appareil. Et donc voilà, ça vient de New York, voilà. Et donc je me souviens sur un congrès, moi j'avais fini avec ma diapo comme ça, voilà, je finissais Our Dream comme ça, elle arrive derrière, sa première diapo c'est celle-là, c'est son quotidien. Donc voilà, donc ça et enfin c'est pour vous dire que la formation, c'est le nerf de la guerre, voilà, pour former et rendre les infirmières le plus indépendantes possible et surtout en toute sécurité. Leur donner confiance et puis faire avancer le service dans la prise en charge. Voilà pour l'ECMO. Si vous avez des questions. Oui. Alors le baby est toujours fait en fonction de son âge. Je ne sais pas si tu as vu le débit cardiaque, par exemple, voilà, le nouveau-né ça va être 150-200, puis ça va baisser petit à petit. Voilà, le nourrisson ça va être aux alentours de 100 millilitres. Donc on connaît son niveau théorique de base, son niveau, on va dire, son débit cardiaque de base. Après, on va voir et on va tourner en fonction de ses besoins. Voilà, notre objectif principal et notre mesure principale, souvent, ça va être la saturation veineuse. On va essayer d'avoir et de maintenir une saturation veineuse aux alentours de 70%. D'accord ? La saturation veineuse, en fin de compte, c'est le produit fini. D'accord ? C'est, voilà, si tu arrives encore à avoir de l'oxygène extrait qui circule en veineuse, c'est que, en amont, le corps s'est servi, qu'il arrive à en rejeter suffisamment. Voilà. Donc c'est un bon moyen. C'est pas le seul, mais voilà. Donc on fonctionne en fonction de ça. C'est-à-dire que s'il a besoin de plus, sur les grands chocs, par exemple sur les grands chocs hémodynamiques, sur les grands chocs septiques, on peut se retrouver être obligé d'augmenter énormément les tours de pompe et de se retrouver avec un débit entre guillemets supra-théorique que ce qu'avait le patient. Mais voilà, en général, c'est momentanément. C'est le temps que toutes les choses rentrent dans l'ordre et qu'on puisse après rebaisser les choses. On a, on va dire, un débit théorique de base. Si c'est du respiratoire, on va commencer éventuellement un petit peu bas, mais on va voir. Et s'il reste oxygénodépendant, on va augmenter en fonction des besoins du patient.